Ça fait presque 1 an et demi que l'on n'a pas parlé de l'attaque des Titans sur la chaîne. Pourtant je suis toujours ultra fan et je pense encore qu'il s'agit d'une des œuvres majeures de notre époque. Il y a quelques semaines est sorti au cinéma les 2 derniers épisodes, soit approximativement les 2h30 de fin de série. Bien entendu j'y suis allé et bien entendu je me suis repris une claque colossale. Ça m'a fait revenir en tête de nombreuses idées de vidéos, dont celle d'aujourd'hui. Pour ce qui est des autres, j'essaierai de ne pas réattendre 1 an et demi pour en refaire. Aujourd'hui nous allons nous consacrer au symbolisme des arbres dans l'attaque des Titans. Un symbolisme est le fait qu'un objet ou un animal, une personne, ait une interprétation au-delà de ce qu'il est littéralement. Par exemple, les couleurs, en plus de l'harmonie qu'elles peuvent créer, ont des interprétations symboliques. Ces interprétations dépendent souvent de la culture. Par exemple, dans notre culture occidentale, le rouge est lié à la passion, la violence, la puissance. En Chine, en revanche, le rouge représente la chance. Le symbolisme est utilisé dans toute œuvre d'art, et SNK ne fait pas exception. On pourrait, et on parlera dans une autre vidéo, du symbolisme de l'oiseau, mais pour celle-ci, nous nous contenterons des arbres. Figure que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans l'œuvre et duquel nous pouvons percer de nombreuses interprétations et métaphores. Mais d'abord, je vais faire un petit résumé de l'œuvre et me centrer sur les arbres autant que faire se peut. Je rappelle ici que je vais absolument tout spoil dans cette vidéo et vous ne voulez pas vous faire divulgacher cette œuvre, croyez-moi. Pour ce résumé, je vais partir des informations les plus lointaines que l'on connaisse de l'histoire du monde de l'attaque des Titans, pour terminer avec la fin de la série. Ymir est alors une jeune esclave du peuple Eldien. Chassée par ses maîtres, elle chute dans un arbre géant. Là, un parasite s'accroche à elle et lui confère le pouvoir des Titans. On en sait peu au sujet de cette créature, mais elle représente en quelque sorte la force vitale de vie originelle. Nous y reviendrons plus tard. Ymir peut dès lors devenir un titan de 120 mètres de haut et régénérer son corps. Elle revint auprès de son maître et l'aidera à conquérir des territoires. Elle lui donnera également 3 filles qui mangeront son corps à sa mort. Elles perpétueront le sang d'Ymir, donnant au futur peuple eldien la faculté de se transformer en titan sans intelligence et de manière définitive. 9 titans dits primordiaux verront aussi le jour qui, eux, ont des capacités, notamment celle de se transformer à volonté. Parmi eux, le titan originel, gardé par la famille royale des Fritz, continue d'exploiter la jeune Ymir, coincée dans une dimension appelée le chemin. Dans cette dimension, elle sculpte les titans à l'aide de l'argile sans avoir le choix. D'ailleurs, dans cette dimension, la famille royale peut demander à la grande ancêtre de modifier tous les Eldiens en utilisant l'axe, symbolisé par cet arbre lumineux, comme un grand arbre généalogique qui relie tous les Eldiens entre eux. L'Empire Eldien conquiert alors le continent. Mais le 145e roi Fritz, dégoûté des horreurs du passé commis par son peuple, décida de partir sur l'île de Paradis. Là, il s'emmura avec une partie de son peuple, obligeant Ymir à créer des milliers de colossaux afin de bâtir les 3 murs de l'enceinte. Il effaça également la mémoire de son peuple afin qu'ils pensent être les survivants de l'humanité protégés des titans par les murs. Les autres Eldiens restés sur le continent furent réduits à l'esclavage par le peuple Mar, autrefois colonisé et parqué dans des camps. Les Mar se servent des titans primordiaux et du rêve de la population pour reconquérir l'ancien empire eldien, se faisant au passage de nombreux ennemis. Ils entreprirent alors d'enlever le titan originel en infiltrant leurs titans primordiaux sur l'île de Paradis. Ainsi, en l'an 845, le titan colossal, piloté par Bertholdt et le titan cuirassé de Reiner, fracasse les murs de la ville de Shiganshina, où vit Eren, Armin et Mikasa, qui arrive à survivre mais à jamais marqué à vie. De par son père, un Eldien venant de Mar, Eren acquiert sans le savoir le pouvoir de l'originel, pouvoir qu'il apprendra à contrôler au cours de la série, tandis qu'il intègre le bataillon d'exploration, dans le but d'exterminer les titans et d'en apprendre plus sur le monde. Apprenons la vérité, Eren use du pouvoir de l'original, le pouvoir de l'axe, lié au sang royal qui lui permet de l'utiliser à son plein potentiel pour briser le mur de Paradis et lancer le grand terrassement du monde. Maintenant ça va chier. Il exterminera alors 80% de l'humanité avant d'être arrêté par ses amis. Son corps donnera des années plus tard naissance à un arbre similaire à celui dans lequel Ymir a fusionné avec le parasite. Le manga se terminant avec un jeune garçon qui semble perdu et qui rentre dans cet arbre. Maintenant, voyons les symbolismes qui entourent les arbres dans l'attaque des titans. D'abord sur la verticalité que cette figure apporte de fait, ainsi que la mise en scène et en case de cette verticalité et ce qu'elle dit de l'œuvre, des personnages et de son message. Ensuite, nous verrons les différentes légendes qui existent dans notre monde autour des arbres et leur influence sur l'univers de l'attaque des titans. Enfin, nous verrons les différents symbolismes que l'auteur donne à l'arbre, où il les a puisés et ce que cela signifie dans l'œuvre. Lorsque vous avez quelque chose de spécifique à mettre en scène, il vous faut vous plier à ces contraintes, ou du moins vous en servir pour votre mise en scène. J'ai récemment parlé de western sur la chaîne, ce sont des films qui ont popularisé le format cinémascope.
Les formats en vidéo, c'est le ratio entre la hauteur de l'image et sa longueur, entre son horizontalité et sa verticalité. Le cinémascope est un format dit du 2.39, il est donc 2,39 fois plus large que haut. Le western fait la part belle au paysage désertique, au grand ouest américain, très horizontal, d'où ce format, qui permet de mettre en avant cette spécificité du paysage. Dans Avengers de Joss Whedon, sorti en 2012, on remarque un ratio particulier, sortant de l'ordinaire, du 1,85. Là où les blockbusters sont en général en ratio de 2,39, le format popularisé par le western, ce choix permet d'avoir une image un peu plus haute que d'ordinaire, ce qui est utilisé par le réalisateur pour mettre en scène ses héros. Notamment, je pense à ce plan iconique qui montre dans un plan séquence nos héros aux corpulences différentes, mais toutes et tous cadrés en un plan dans cette idée d'équipe centrale dans le film. Dans l'Attaque des Titans, le ratio est un ratio classique de série, diffusé sur les télévisions, du 16/9. Le studio n'a pas trop le choix en l'occurrence. Mais dans la série, comme dans la bande dessinée, on trouvera d'autres solutions pour faire visualiser cette verticalité intrinsèque, notamment via la différence d'échelle entre chaque objet dans l'image. Les humains par exemple font entre 1,5 m et 2 mètres. Les titans eux font entre 3 et 15 mètres, voire 60 pour le titan colossal qui porte bien son nom. La mise en scène reflète souvent cette différence de taille. Les planches de l'attaque du titan colossal sont assez parlants à ce sujet. La première double page est consacrée à ce monstre gigantesque et la dernière page le montre au-dessus du mur. Sa tête est accolée à la scène, séparant Eren de la situation, montrant le choc de ce dernier qui semble regarder la case du titan comme étant en plongée et lui en contre-plongée, signifiant qui est dominant dans la page. On peut aussi prendre en exemple le chapitre 79 dans lequel Eren va enfin affronter son traumatisme. Il va combattre Bertholdt à Shiganshina. Dans cette case, on voit Eren foncer vers Bertholdt, écrasé par la taille du mastodonte. Dans la page suivante, quasiment une pleine page, Eren ne dépasse pas le quart inférieur de la page, il n'y a que son cri qui dépasse le colossal. Pareillement, cette pleine page, on a là un Eren soulevé par Bertholdt, qui montre bien la différence de gabarit entre les deux. Enfin, l'avant-dernière page du chapitre utilise de nombreuses lignes de force pour montrer l'impact colossal qu'Eren a subi contre le mur. Toutes ces cases sont très verticales et jouent sur cet aspect de leur forme. Cette mise en page, travaillée tout le long du manga, explose lors du grand terrassement, qui fait cette fois-ci également la part belle aux mises en cases plus horizontales. On a une mise en scène assez similaire dans l'anime, notamment ce plan plutôt intéressant où on a un Eren qui fonce vers le titan colossal, qui remplit tout l'arrière-plan littéralement et lui obstrue l'horizon. Le plan de l'impact est souligné par un ralenti et non par des lignes de fuite. Gilbert Durand est un philosophe et anthropologue français qui proposera une classification générale des symboles et des archétypes. Il l'utilise pour caractériser les sociétés et les civilisations, ce qui se couple à ses études sur les religions et les mythes. En l'occurrence, il voit l'arbre comme étant un schème verticalisant. Il y voit aussi un symbole cyclique, proche de la mythologie. Bachelard, un autre philosophe français du XXe, qui a influencé Durand d'ailleurs, parle de l'arbre comme une image ascensionnelle. Lui a beaucoup travaillé sur l'épistémologie, poésie, la littérature. Il obtient cette idée en travaillant sur la croix du Christ, les totems indiens, ce genre de choses. Des utilisations très verticales du bois. En prenant de la hauteur, on constate cette idée dans la figure des arbres-mondes, représentant la verticalité de la cosmogonie. Yggdrasil est l'arbre qui cache la forêt des végétaux légendaires, dont nous parlerons plus tard. En effet, cette figure, souvent ascendante, peut également être descendante, sous la forme d'un arbre renversé qui mangerait les pissenlits par la racine. Ces arbres existent dans la tradition islamique, sabéenne. On en trouve également un dans les Upanishads, textes sacrés hindous. Ils symbolisent eux la création descendante, partant des dieux, du ciel et atterrissant sur la terre, direction des hommes. De ces deux sens naît l'idée cyclique liée à l'arbre, puisque si l'image est ascendante et descendante, alors les deux idées se rejoignent dans celui de cycle. L'arbre représente donc les saisons, le début et la fin de toute chose, la naissance et la mort. Cette idée de cyclicité, de vie et de mort qui se succèdent se retrouve également dans l'Attaque des Titans, qui met en scène un cycle de haine qui se répète encore et encore. L'image finale du manga présente bien cette idée d'un nouveau cycle qui va commencer, quand un petit gars haut comme 3 pommes va trouver le pouvoir du titan. Toute l'histoire que l'on connaît de ce monde nous le crie au visage. Les Eldiens se sont servis des pouvoirs des titans pour dominer et écraser les peuples comme Mar, puis c'est au tour de Mar de faire la même chose. Bref. Il est marre. Y'en a marre. L'équipement tridimensionnel est emblématique de la série. Tout le monde a eu envie de s'en servir après avoir vu la série. Cet équipement permet aux soldats de prendre très rapidement de la hauteur afin de combattre les titans et notamment d'atteindre leurs points faibles au niveau de leur nuque. On nous dit très vite dans la série que l'équipement n'est efficace que sur des terrains verticaux, forêts, villes, villages. Les plaines horizontales ne permettent pas de s'en servir efficacement. Ces spécificités, Isayama s'en sert pour son récit. Lors de l'attaque du district de Trost, on sait que nos personnages sont avantagés par l'environnement. On est donc d'autant plus surpris lorsqu'ils se feront massacrer un par un. J'ai mal.
J'ai beau être matinal, j'ai mal. A l'inverse, lors de l'attaque du titan féminin, nos personnages sont désavantagés, car dans une plaine, ce qui augmente encore la tension de la scène. D'ailleurs, Erwin, le major du bataillon d'exploration, le sait, et c'est pour ça qu'il attirera le titan féminin dans la forêt d'arbres géants, qui redonnera l'avantage à son armée. On peut dire qu'il a su reprendre l'ascendant. Ah, c'est marrant. L'auteur met en cas cet équipement avec brio, se servant de la verticalité de la page pour mettre en avant l'efficacité de la tridimensionnalité. Si on reprend le combat Eren-Armin-Bertholdt et qu'on s'intéresse surtout à la fin, on remarque que ce soit pour l'anime ou le manga une scène très verticale. Dans le manga, à la fin du chapitre 82, on a cette double case qui fait surgir Eren, aidé de lignes de vitesse de la fumée, qui est aussi grand que Bertholdt, le dépassant le mur en taille et prenant définitivement l'avantage. La double page suivante est composée de deux grandes cases très verticales. Dans l'une d'elles, Eren prend quasiment toute la place, tandis que dans la seconde, Bertholdt est entouré de vide. Les trois autres se partagent le dernier tiers gauche de la feuille, montrant encore une fois qui est au-dessus de qui domine qui. Dans l'anime, cette scène est filmée à l'aide d'un rapide travelling de bas vers le haut, et se finit par un brusque ralenti comme pour souligner l'action. Puis l'on a un zoom vers le visage de Bertholdt pour souligner son incompréhension, suivi tout de suite, après un dézoom partant d'Eren, et finissant sur le visage du colossal perdant conscience. Les deux zooms se répondent bien sûr et soulignent le passage d'un plan macro à un plan micro et inversement. On part pour le premier d'une situation générale à personnelle, puis de personnel à général. On a parlé des arbres, on a parlé des titans, ne coupons pas la poire en deux et parlons des deux. Est-ce que vous avez remarqué que les titans et les arbres ont de nombreux points communs? Déjà, les deux ont des tailles similaires, entre 3 et 15 mètres en moyenne, mais certains spécimens comme le séquoia ou les titans colossaux peuvent dépasser les 60 mètres de haut. Les deux semblent également fonctionner à la photosynthèse. Il s'agit pour la faire simple d'un système mis en place par les plantes qui transforme la lumière du soleil captée par les feuilles en glucides, nutriments qu'elles ne trouvent que peu dans le sol. Ce système permet à la plante de vivre, de s'épanouir. Les titans, eux, ne sont actifs que de jour, sauf si Sig leur gueule dessus. La lumière doit leur fournir l'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement. D'autant qu'il est montré dans la série qu'ils ne digèrent pas les humains et qu'ils les recrachent une fois tués, rajoutant à l'absurdité de la situation, voir ma vidéo sur SNK. Ce que tu dis n'a aucun sens. De plus, les arbres sont hermaphrodites, à la fois mâles et femelles. Les titans, eux, sont un peu l'inverse, ils sont asexués. C'est pour cela qu'ils sont souvent le symbole de mariage, ils symbolisent l'union des deux sexes. L'arbre est donc symbole de totalité, de cosmos, d'où la création de la représentation cosmogonique. Je reviens rapidement sur l'absurdité soulevée par les titans. Ce discours se retrouve beaucoup dans celui que tient Sig à Armin dans le chemin. Sig explique que la vie est absurde car on ne naît que pour survivre, se reproduire, puis mourir. Le tout s'accompagnant de souffrance. La question la plus importante en philosophie, d'après Albert Camus, c'est la question du suicide. Et Sig, lui, veut se faire suicider le peuple eldien, arguant qu'il vaut mieux ne pas venir au monde que d'y venir pour souffrir comme lui a souffert. L'attaque des titans et son fonctionnement montrent beaucoup de liens avec le darwinisme social, dérive extrême de l'idée de darwinisme appliquée à l'homme, qui explique que les plus forts doivent dominer les plus faibles. Et c'est ce qui se passe avec l'empire eldien qui domine par la force des titans le monde, devenant une métaphore d'un système colonial et exploiteur, comme il en existe encore dans notre monde. Les titans, tant que rapprochés des arbres, représentent en quelque sorte un état de nature, idée que l'on retrouve chez Rousseau. Il s'agirait de l'état de l'homme sans société, avant la création de l'état. Cet état peut être vu positivement par Rousseau ou négativement par Hobbes. Et justement, la figure du titan est elle aussi ambivalente, semblant innocent et sans arrière-pensée, mais aussi terriblement violent. En bref, l'arbre est une figure polysémique, elle peut avoir plusieurs sens, à la fois liée à la vie, mais aussi à la mort. Les titans eux-mêmes sont symboles de mort, surtout au début du manga, mais aussi de résurrection à partir du moment où l'on sait qu'il s'agit d'êtres humains transformés. Ce qui est d'autant plus démontré lors de la scène de détransformation d'Ymir, qui se retrouve nu comme un bébé face à l'arbre de vie qu'est le chemin. Descartes voit en l'arbre le savoir humain, Bachelard y décèle l'imagination. L'arbre lié au titan est intrinsèquement lié à l'homme, puisque l'un ne va pas sans l'autre dans SNK. Dans la forme, on imagine les racines comme les jambes, les branches comme les bras, les feuilles comme les cheveux de l'arbre, etc., etc. Aussi, l'arbre est un symbole de grande vitalité. Ils vivent longtemps et résistent à beaucoup de choses, ce qui rappelle beaucoup les titans. Et si je voulais ramener ma fraise, je dirais que les deux ont comme point faible un entail bien placé. Attaque tranche! Il possède en quelque sorte une grande vitalité. Le vitalisme est une doctrine philosophique du XVIIIe siècle. Elle pose l'idée qu'il existe un principe vital, une énergie, un je ne sais quoi, qui pousse toute l'action organique. C'est une conception du monde qui n'existe quasiment plus dans la philosophie moderne. Je vais terminer cette partie avec l'analyse des arbres généalogiques, autre type d'arbre qui va nous intéresser pour tout ce que cela implique. Vous le savez sans doute, l'arbre généalogique consiste à noter les différents membres de sa famille sous la forme d'un arbre. Ces arbres sont inventés au Moyen-Âge, ce sont les nobles qui demandent au clergé, surtout les monastères, de créer leur arbre généalogique. L'église elle-même avait créé des arbres de Gésé, une sorte d'arbre généalogique, image transmise via des vitraux, notamment qui montrent la généalogie du Christ qui remonte jusqu'au père de David, le premier roi d'Israël. On peut se poser des questions sur les raisons de la création de ces arbres généalogiques par les nobles. La raison est simple, asseoir leur pouvoir.
En effet, la puissance au Moyen-Âge, et encore un peu aujourd'hui, est basée sur la possession de territoires. C'est le cœur du système féodal. En plus d'une symbolique de puissance, un grand territoire permet des entrées d'argent importantes, de quoi récompenser ses vassaux. La féodalité est un système où des seigneurs prêtent allégeance et deviennent les vassaux d'un autre seigneur plus puissant, qui lui-même est le vassal d'un autre, etc., etc. Les vassaux et les seigneurs ont des obligations l'un envers l'autre. Le seigneur notamment distribue des terres à ses chevaliers. L'arbre généalogique a comme conséquence d'asseoir le pouvoir d'une famille sur un territoire dans la durée. Les rois notamment se créent une ascendance divine, puis avec d'autres figures de royauté, et ce afin d'expliquer leur velléité, leur droit d'être sur le trône. Il se créait ainsi des mythes comme la bourgeoisie crée des mythes de méritocratie afin de faire croire qu'il est normal pour eux de dominer les autres. Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. C'est une honte! Révolte! Les Fritz aussi assoient leur pouvoir sur une dynastie inarrêtable, même si eux ont vraiment le même sens, ce qui se traduit par l'utilisation pleine et totale du titan primordial. L'Église profite de cet engouement généalogique pour définitivement mettre au cœur du clan, au cœur de la vie, les mariages. Ils en font un sacrement, ce qui n'était pas auparavant. Et ils récupèrent la cérémonie autrefois païenne et réalisée par votre seigneur. L'arbre est ainsi une image verticale, montrant bien la hiérarchie qu'il existe dans la société médiévale. Celui envers les aînés déjà, représenté dans les racines sur lesquelles pousse un arbre florissant et bourgeonne leurs descendants, d'où l'importance des aînés. Puis l'arbre représente aussi la hiérarchie qui existe dans la société médiévale. Les racines représentent l'assise territoriale des puissants qui puisent dans la terre cultivée par les paysans pour s'enrichir. L'arbre devient le symbole de la monarchie. Louis IX rendait, d'après la légende, la justice sous un chêne. Bref, c'est un symbole qui se sert de sa verticalité pour dessiner une société hiérarchisée, et qui se retrouve dans l'attaque des titans, surtout au début du manga, où l'état de paradis ressemble beaucoup à une féodalité modernisée. La première figure de l'arbre est celle de l'arbre-monde. Cette figure, dont la plus connue est celle d'Yggdrasil, exprime le cosmos selon une vision très verticale, sous la forme d'un arbre qui serait le monde en soi. On la retrouve dans de nombreux autres peuples, Maoris, Mayas, Perses, Slaves. J'avoue que c'est quelque chose qui me fascine, que des images comme ça se retrouvent dans de nombreux peuples, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Typiquement, les Mayas n'ont jamais rien eu à voir avec les Nordiques, pourtant ils ont cet imaginaire commun d'un arbre-monde. Mais ce n'est pas la seule chose qui est commune à de nombreux mythes de l'humanité. On pensera par exemple aux dragons qui ont tous des formes différentes, mais qui existent dans plein d'ethnies nordiques, avec 4 pattes et une paire d'ailes, ou encore les dragons asiatiques qui ont une forme plus longiligne, sans ailes et avec 4 petites pattes. Le Quetzalcoatl des Mayas, proche de la figure du dragon, est lui aussi longiligne, mais souvent représenté avec 2 paires d'ailes plumées. Une figure que l'on retrouve également dans toutes les cultures, c'est les géants. Ils possèdent carrément un royaume dans l'Yggdrasil, et il en existe plusieurs sortes dans la mythologie grecque. On peut penser par exemple au Cyclope. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Même dans la Bible, on a des exemples avec Goliath. Au Japon, il n'y a pas de géants à proprement parler, mais des yokai et des esprits qui peuvent se rapprocher de cette idée. Je trouve ça personnellement fascinant. Et j'aimerais beaucoup étudier comment ça se fait qu'il y ait ces figures qui existent, quels que soient les peuples. Si vous avez des sources à ce sujet, je suis preneur. Bref, revenons à nos arbres-mondes. Il en existe également un dans l'attaque des titans. Il s'agit de l'Axe. L'Axe est créé par le pouvoir des titans et qui relie entre eux tous les possesseurs de cette faculté, soit tout le peuple eldien. Ces arbres-mondes sont souvent des axis mundis, c'est-à-dire des axes du monde. Le terme axe dans SNK n'est sans doute pas choisi pour rien. Ces axes relient le ciel et la terre, ce que la figure de l'arbre permet complètement. Les racines sont liées à la terre et les branches, les feuilles, au ciel. L'arbre porte en lui la graine du lien entre ciel et terre. Il s'agit dans ces mythes du centre du monde, comme l'Axe dans l'attaque des titans et le centre d'existence des Eldiens. C'est ici qu'Ymir, la grande ancêtre, peut leur créer leur corps de titan. D'ailleurs, le fait que ce soit Ymir, une enfant qui crée les corps avec de la glaise, explique les corps difformes que certains se tapent. T'as pas une gueule de porte-bonheur. C'est également là que la famille royale pouvait contrôler jusqu'au corps de ses sujets, dans une domination du peuple eldien par son souverain qui est totale. Tant qu'on parle des arbres-mondes et d'Yggdrasil, je tiens également à parler rapidement du lien entre l'attaque des titans et la mythologie nordique. Rapidement car Datman a déjà fait toute une vidéo sur le sujet, très bonne vidéo d'ailleurs, je vous la mets en fiche. Yggdrasil est donc similaire à l'Axe, il relie dans la mythologie les 9 royaumes, entre autres Midgard, le royaume des hommes, et Jotunheim, le royaume des géants. La Terre fut par exemple créée par les dieux en dépeçant le corps du premier géant Ymir sorti d'un immense gouffre, qui rappelle quelque chose. Odin se servit de sa chair pour la terre, des eaux pour créer les montagnes, ce qui rappelle la légende qui entoure Ymir dans SNK, où elle est vue comme la déesse nourricière qui aurait donné beaucoup à son peuple. De plus, elle sera aussi dépecée pour donner son pouvoir à ses 3 filles. Puisqu'on parlait d'Odin, parlons d'Annecy, qui est très inspiré du dieu des dieux.
Les deux ont perdu un œil lorsqu'ils essayèrent d'acquérir de grands savoirs sur le monde, cette épreuve étant souvent représentée par un puits dans la mythologie. Or Hansi, elle, sera sauvée par son ami qui la jettera dans un puits lors de l'explosion de Bertholdt. Les colossaux, et surtout le grand terrassement, ont une affiliation assez claire avec l'idée de Ragnarok, l'apocalypse de cette mythologie qui verra s'affronter les géants et les dieux. Et aucun de ces deux camps ne sortira vainqueur. Et c'est effectivement ce qui se déroule à la fin du manga, avec des géants qui s'affrontent avec des humains, bien que cela soit bien plus compliqué et moins manichéen. Ce qui est sûr, c'est que dans l'œuvre d'Isayama aussi, on ne peut pas vraiment définir de vainqueur. Les Ackerman, eux, sont très semblables aux Berserkers, les deux débloquant lors des combats une puissance physique et une agressivité qui leur donne un avantage certain. Bien que pour les Berserkers, ce soit un bonus temporaire. Les Ackerman, c'est un buff continu, limite un patch. Eren, lui, peut être vu comme une représentation du dieu Loki, un géant qui était ami avec les dieux qui sont dans notre histoire le bataillon d'exploration. Mais Loki en profitera, dieu de la malice qu'il est pour tuer Baldur, il sera emprisonné par les autres dieux et sa libération déclenche le Ragnarok. Tout comme lorsque Sasha sera tué, peut-être la représentation de Baldur, le bataillon enfermera Eren qui se libérera pour débuter son plan de grand terrassement. Oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Eren peut aussi être vu comme Odin pour son lien avec les oiseaux, le fait qu'il s'intéresse à la vérité du monde. Erwin serait le dieu tigre qui perd un bras en tentant de capturer un ennemi fatal, Fenrir dans la mythologie, Eren dans notre histoire. Fenrir peut être aussi vu dans le personnage d'Annie, mais bref, je vais pas tous les faire, encore une fois la vidéo de Datman est assez complète à ce niveau-là. Terminons-en avec la mythologie via l'arbre de Barnstork. Cet arbre est connu pour être au centre du hall du roi Volsung, personnage de la mythologie nordique, descendant d'Odin. Lors d'un banquet, un vieil étranger borgne vient au calme, tape dans les chips et plante une épée dans l'arbre. Tout d'un coup, il y a un vieux qui arrive. Encore? Non mais c'est une marotte. Cette épée, personne n'arrive à la retirer de l'arbre, excepté par Sigmund, le fils du roi Volsung, grand héros de la mythologie. J'ai pas besoin de le dire, mais je vais quand même le faire, ça ressemble beaucoup à la légende arthurienne. Le borgne étranger pourrait être un ancêtre de Merlin. Ça fait des années que je me démène à prendre des machins d'enchanteur, des grimoires plein les étagères, j'en ai marre, je suis druide! Druide 2! L'épée que seul l'élu, le fils d'un roi, peut retirer. Ça fait beaucoup de coïncidences qui n'en sont pas puisque la matière de Bretagne, la légende arthurienne, prend ses racines dans des anciennes légendes païennes, dans la mythologie nordique. Alors Merlin il retourne à la Belle Étoile, et si on vous demande ce qu'il a dit en partant, vous répondrez « Merde !» Ce n'est pas le seul mythe dans lequel les auteurs ont puisé pour créer les histoires de la table ronde. Je vous conseille notamment tous ces livres que je fais apparaître à l'image, ou encore le livre de William Blanc, spécialiste du médiévalisme, la représentation du Moyen-Âge dans les œuvres culturelles qui lui sont postérieures. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les Chevaliers de la Table Ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Dans l'attaque des titans, Ymir également trouvera le pouvoir dans un arbre. Le pouvoir est ici moins métaphorique et politique que physique et métaphysique. Ymir suit donc la route de personnages comme Arthur, un héros auprès du peuple qui en réalité n'a pas accompli grand chose. Tout comme Ymir qui, d'après les légendes eldiennes, a accompli bien des choses alors qu'elle était en réalité réduite en esclavage. De même, Arthur sera tué dans la légende par Mordred, son fils incestueux. Ymir sera dévoré par ses filles, nées d'une relation malsaine avec le roi Fritz. Les deux sont des héros pathétiques au grand pouvoir, mais à la vie tragique. Dans les mythes et donc dans l'imaginaire collectif, on retrouve un lien fort entre le feu et le bois. Où je commence à avoir chaud dans le sarouel. L'un étant lié à l'autre puisqu'il lui donne naissance. Le feu, on en parlera dans quelques temps, est le symbole du savoir et de l'artisanat. Or, les titans sont aussi liés à la chaleur, au feu. Tu vas te calmer tout de suite, hein, ou tu vas goûter du bâton. Il n'y a qu'à voir lors du grand terrassement où les titans colossaux brûlent les divers arbres qui croisent leur route avant de les piétiner. Vesta, la déesse du foyer romaine, est la déesse foyer, à la fois déesse du feu et déesse agraire. Héphaïstos est un dieu des flammes connu pour être un excellent forgeron, liant encore une fois le feu et l'artisanat. Héliade, historien, mythologue, philosophe roumain du XXe siècle, dira « La consommation du bois par le feu est probablement un rite de la régénération de la végétation et du renouvellement de l'année car, dans l'Inde et dans l'Antiquité classique, on brûlait un arbre au début de l'année. » Les flammes dans l'attaque des titans ont également une symbolique importante. Lors du grand bûcher, à la suite de la bataille de Trost, les corps des soldats morts sont brûlés, le bois servant de carburant pour les flammes qui feront passer les morts d'un monde à l'autre. Or, l'axe est un arbre d'un autre monde. On pourrait aussi parler de la scène où Eren affronte Annie dans le centre, et où son corps s'embrasse symbolisant la colère qui consume notre héros. Mais il n'existe pas dans le manga, c'est donc apocryphe. Concluons cette partie en quittant la mythologie nordique pour entrer dans les récits bibliques. Ça vous épate, hein? Dans la Genèse, le récit de la création du monde par Dieu, il existe deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se concentrera surtout sur le second. Il s'agit du seul arbre du jardin d'Éden où Dieu a interdit la consommation des fruits, dont la représentation diffère selon les sources et les auteurs, mais souvent on la représente par une pomme.
C'est encore une fois quelque chose que l'on retrouve dans d'autres mythes. Ce fruit qui donne à l'homme la connaissance, c'est exactement la même chose que le feu de Prométhée. Le titan, tiens, j'ai même pas fait exprès cette fois-ci. Et d'ailleurs sévèrement puni, tout comme le seront Adam et Ève. Les dieux ne veulent pas donner le savoir aux hommes, ça leur est de base réservé, et punissent sévèrement sinon. Dans la Genèse, lorsque Ève mange le fruit, elle et Adam sont chassés du jardin d'Éden, le paradis sur terre. Paradis est également le nom donné à l'île où habitent nos héros, et pour cause, le roi Fritz, lorsqu'il s'exode avec son peuple, décide de vivre dans un havre de paix et de sérénité, la définition même du paradis. Ève commet ici ce que les chrétiens appellent le péché originel. C'est l'idée selon laquelle, par le geste d'Ève, toute l'humanité est pécheresse, de fait et de naissance. D'où le baptême qui se fait à la naissance, idée que l'on retrouve avec Pandore dans la mythologie grecque. Pandore, première femme créée par Héphaïstos et Héra et d'autres dieux qui lui ont donné divers talents, Zeus lui donna une boîte contenant tous les maux de l'humanité, les maladies, les guerres, la mort, la folie, etc. Mots qui se répandirent dans le monde et aux hommes lorsque Pandore ouvrit la boîte. On y retrouve cette idée d'une femme qui est la cause de la plupart des malheurs de l'humanité. Bien misogyne les anciens mythes et les nouveaux d'ailleurs, car on retrouve cette idée dans SNK avec Ymir. En effet, la jeune fille est celle par qui les titans sont apparus et se sont répandus. Mais l'auteur n'est pas stupide et montre bien que si Ymir a permis la création des titans, la mort, la violence, la guerre lui est préexisté. D'ailleurs, le rôle du personnage qui répand le mal à l'humanité incombe plutôt au roi Fritz qui fait manger Ymir par ses filles, afin qu'elles acquièrent le pouvoir. Ici, les rôles sont relativement inversés, comme peut-être la figure de l'arbre. Dans le livre que lit Historia racontant la vie d'Ymir, on la représente comme une petite fille face à un démon nommé le démon de la terre, qui lui tend une pomme. Le terme utilisé est vraiment démon et la représentation dans le manga, la série ne laisse pas tellement de doute. On retrouve frontalement l'imagerie biblique ici. On sait avec la fin du manga que les choses ne sont pas passées ainsi. Pour autant, ça ne désavoue pas le rapport avec le livre. Au contraire même, car Ymir chutant dans l'arbre fusionne avec une forme de vie primitive, décrite comme l'origine de la vie, un hallucigénia, créature qui ressemble énormément à un serpent. Or, ce qui a incité Ève à manger le fruit de l'arbre défendu est un serpent, une représentation du mal, de la fourberie, du diable. Lorsqu'elle s'allie à Eren à la fin du manga, on peut revoir cette image et voir en ce diable le jeune Jaeger. La Lucigénia, ce parasite qui se sert du corps de son hôte pour survivre, rappelle encore une fois le discours de Sig à Armin dans le chemin. L'idée que la vie n'existe que pour survivre et se reproduire, mourir, quelque chose que ce parasite essaie tant bien que mal de faire. À tel point qu'il recrée un nouvel arbre, un nouveau piège dans lequel tombera de nouveau un jeune enfant. L'arbre symbolise donc la renaissance, le renouveau, un nouveau chemin découvert, à la fois le bien et le mal, juste la vie qui trouve toujours un chemin, aussi absurde puisse-t-il être. C'est ça, la théorie du chaos. La riposte de l'humanité commence maintenant! En bref, les arbres sont des schèmes très utilisés dans de nombreux récits qui ont forgé notre monde et notre imaginaire, notamment parce qu'ils sont très polysémiques et qu'on les retrouve dans des textes fondateurs. Si on regarde la littérature, on remarque qu'il existe chez Tolkien deux arbres en Valinor, deux arbres légendaires, Telperion et Laureline, qui sont les sources de toute lumière dans le monde, proches de l'image de l'Axis Mundis vue plus tôt. D'ailleurs, Tolkien est très inspiré de la mythologie nordique, notamment la légende de l'anneau du Nibelungen, mais c'est aussi un fervent catholique. Les Ents sont carrément une espèce d'arbre vivant combattant l'industrialisation de Saruman. Globalement, les arbres sont des figures que l'on retrouve dans toute la littérature fantastique. Harry Potter, Game of Thrones, récemment on a eu un arbre-monde dans Elden Ring. Bref, c'est un imaginaire encore très existant, et nous allons voir dès à présent les différentes manières de les interpréter, et surtout dans l'attaque des titans. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, le symbole de l'arbre est très polysémique. On a déjà vu des grands axes tels que la verticalité et le rapport à la mythologie et aux dieux. Dans cette partie, nous allons maintenant nous centrer sur les autres symbolismes de cet objet qui existent dans SNK. Je rappelle également que la figure de l'arbre est présente un peu partout et que l'analyse est différente selon la culture. Dans nos sociétés occidentales, la conception de la biologie a beaucoup changé avec le temps. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations! La conception aristotélicienne part de l'idée que tout être possède une âme. Il existe plusieurs catégories d'âmes. Il existe notamment l'âme nutritive, que tout être vivant possède et qui sert à la nutrition. L'âme pensante, elle, est réservée à l'homme et lui permet de philosopher, réfléchir. Cette idée d'âme, notamment la nutritive, rappelle la théorie de Darwin et le discours de Sig, une âme qui pousse à la survie et à la survie seule, matérialisée par le parasite dans l'attaque des titans. D'ailleurs, il y a une association importante entre le feu et l'âme liée au mythe de Prométhée, flamme qui permet de travailler la matière, ce qui rappelle la notion d'artisanat, quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans Dark Souls. Mais patience, la vidéo sur Dark Souls arrive bientôt.
Bien plus tard, on retrouve Descartes et le mécanisme, créant une philosophie dualiste qui met en place l'idée de deux substances. Le res extensa, la substance étendue du corps, et les res cogitas, la substance pensante de l'âme humaine. La nature, elle, est vue de moins en moins comme étant vivante sous Descartes, qui s'intéresse particulièrement à l'homme. L'âme finira donc par concerner plus que la pensée et non plus le principe de vie. Arrive ensuite le vitalisme du XVIIIe siècle, avec une expérimentation de plus en plus prédominante. Et paradoxalement, une place de plus en plus importante à la fonction de Dieu. Cette fonction se retrouve dans SNK sous la forme de la nature humaine. Bref, le discours de Sigg montrant l'absurdité de la vie. Le vitalisme est dans la même mouvance et pense la création du vivant sous l'effet d'une force vitale, bien que les végétaux ne possèdent pas d'âme. Xavier Bichat, médecin français du XVIIIe siècle, définit le vitalisme comme étant l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Le naturaliste français du XVIIIe et du début du XIXe, Lamarck, met en place la biologie moderne avec une orientation naturaliste et empirique. André Pichot, historien sur l'époque contemporaine, définit alors la nature comme l'ensemble des corps physiques, de leurs relations et de leurs mouvements et des lois qui les régissent. Les transformations de la nature résultent de ces mouvements, agitations, des unions entre les corps. Tout ceci sera assez vite remis en cause avec la théorie de l'évolution des espèces de Darwin qui font penser le monde plus vieux que ce que les gens pensaient. Les plantes sont donc vues comme une continuité dans le vivant, liée aussi aux animaux et aux hommes, tout comme SNK et les titans, on l'a vu, sont liés à la figure de l'arbre, et sont nés d'un arbre finalement. SNK est une série assez romantique dans le sens du courant littéraire. Ce mouvement est né au XVIIIe siècle en Allemagne. L'univers et les personnages du manga sont eux-mêmes inspirés de l'Allemagne. Les noms sont à connotation germanique, mais c'est aussi le cas de l'architecture, de la culture. Le courant s'est diffusé de la littérature à la peinture en passant par la musique et à peu près toutes les formes d'art possibles et existantes. Il met en avant l'expression via l'art des sentiments de l'artiste contre la raison parfois, et mettant en avant les rêves, la magie avec une forme de passion et de mélancolie très importante. Ces sentiments induits par ce courant littéraire est ce qui le rapproche du fascisme, ou du moins les mouvements réactionnaires qui fantasment un passé qui n'a pourtant jamais vraiment existé. Dans le romantisme, de nombreux motifs reviennent, et nombreux sont ceux que l'on retrouve aussi dans l'Attaque des Titans. L'amour, déjà, semble être un thème central de l'œuvre. Nous avons vu que l'arbre symbolise l'union entre deux êtres. Dans l'Attaque des Titans, la plupart des personnages agissent pour l'amour. Mikasa aime Eren et fait tout pour le sauver, Eren aime ses amis, il le dit dans une scène très gênante pour tout le monde, ce qui explique en partie ce qu'il veut faire subir au monde. L'amour, dans le romantisme, est très passionnel. Souvent, il s'accompagne de souffrance, de douleur et d'une autre thématique chère aux romantiques, la mort. Les deux sont très liés en philosophie, en littérature, c'est le fameux couple Eros et Thanatos, l'amour et la mort. Souvent les relations amoureuses dans ce genre d'histoire se finissent mal par la mort, le suicide. Ce lien se retrouve dans le personnage d'Eren lié autant à l'amour qu'à la mort, comme l'était Satan, l'ange préféré de Dieu qui sera puni par ce dernier. Et dans l'Attaque des Titans, cette idée d'amour et de mort, l'harmonie entre les deux, le cycle que cela crée, se retrouve dans la figure de l'arbre, lui aussi cyclique. Ce cycle pousse à une forme de mélancolie où l'on regrette le passé, d'où l'aspect réactionnaire qu'il y a dans l'Attaque des Titans et chez pas mal d'œuvres romantiques. Au XIXe siècle, on accusait l'industrialisation et le capitalisme, et on regrettait les structures détruites par la Révolution, événements ayant laissé un grand vide, notamment spirituel chez les hommes. Cette mélancolie qui habite les personnages de SNK qui regrettent un monde sans titans, un monde de liberté qu'ils n'ont pas connu, et qui ont un monde fantasmé, comme je l'ai dit plus tôt. Je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. La mélancolie peut aussi, selon les auteurs, être vue comme ayant une certaine forme de beauté. Cette mélancolie peut être vue comme étant un truc d'auteur ou d'autrice, quelque chose que l'on appelle le spleen. Un état de mal-être multifactoriel dû à une source inconnue et qui se concrétise par le dégoût de toute chose. C'est un état très usité par Baudelaire dans des poèmes exprimant ce sentiment, donnant lieu à l'expression le spleen baudelairien. Le romantisme s'accompagne également, à cause des sentiments induits, d'une forme de révolte vis-à-vis de la société, ce qui pousse parfois un individualisme ou un nationalisme. Révolte illustrée encore une fois par le personnage d'Eren qui se révolte contre le monde entier dans une forme individualiste/nationaliste. Mais surtout le romantisme utilise souvent la nature dans ses récits. Elle interroge notre place dans l'existence et permet sa contemplation, d'une beauté pure et éphémère. C'est la beauté qui n'a pas besoin d'explication. Tout est là, pas besoin de le prouver, on trouve tous magnifique un paysage avec une cascade qui s'écoule dans une profonde forêt. De même lorsqu'on regarde une nuit étoilée. La nuit est liée au rêve, à la rêverie, qui est aussi une thématique chère aux romantiques. Et ce sont donc des thématiques que l'on retrouve dans l'Attaque des Titans. Les rêves sont au cœur des actions des personnages. Certains rêvent d'une vie peinarde, d'autres d'être des héros ou encore de liberté. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Ce sont des rêves qui poussent Eren à avancer, encore et encore. Ce rêve de liberté inaccessible qui en fait un personnage extrêmement tragique, tant sa condition, celle de connaître le futur,
le prive de toute liberté. Son rêve était de visiter le monde en liberté, voir les merveilles qu'il recèle, les mers de flammes, l'eau à perte de vue, les banquises, la nature finalement. La nature est souvent représentée comme étant un lieu de repos, un lieu en dehors de la société. Sacha et sa famille montrent bien cela, vivant autrefois en forêt, hors de la civilisation, quelque chose que la jeune fille va devoir dépasser. Dépasser son état de nature pour devenir un être de culture. Et pourtant la série se pose la question, est-ce qu'il aurait fallu sortir de cette forêt? Est-ce que la connaissance que cela apporte vaut plus que le bonheur d'une vie simple? La fin de l'attaque des Titans ne tranche pas tellement la question, mais Armin utilise la nature au travers du coquillage pour montrer à Eren que c'est dans ces petites choses que l'on retrouve le bonheur. Un joli coquillage, courir vers un arbre avec ses amis. L'arbre, la nature, dans l'attaque des Titans est utilisé pour son romantisme, une idée globale de la vie, des sentiments de l'être humain complexe, sombre, mais beau à la fois, tout comme la vie, tout comme l'œuvre d'Isayama. La nature, les arbres sont importantes dans les religions, on l'a déjà un peu vu précédemment. Beaucoup de dieux sont liés à des arbres, notamment dans la mythologie grecque, mais pas seulement. Zeus, par exemple, était lié au chêne, arbre vu comme le seigneur de la forêt. Le laurier lié à l'arbre d'Apollon, à la victoire. L'olivier à Athéna, symbole de chasteté. Bref, l'arbre et Dieu sont très liés. Dans l'attaque des Titans, l'axe est clairement une force surnaturelle, proche de la puissance d'un dieu, puisque pouvant modifier génétiquement tout un peuple. Et les arbres dans lesquels le parasite se terre referment eux ce grand pouvoir. Dans les cultures celtes et nordiques, on retrouve également cette notion de druidisme. Le druidisme, avant d'être un truc de hippie ou de joueur de Donjons et Dragons, c'est une croyance selon laquelle le druide a un rôle d'intermédiaire entre le monde des hommes et des dieux. C'est en quelque sorte le prêtre d'une religion. Il a également d'autres fonctions dans le clan sur la justice et la politique. Il organise les rites religieux qui sont souvent liés à la nature et donc aux arbres. Le mot druide en lui-même proviendrait du terme arbre en indo-européen, d'après des linguistes et philologues. Les druides incarnent en quelque sorte la communion avec la nature via une forme de magie. Dans l'attaque des Titans, il n'y a pas vraiment de dieu. Certains ont quand même cette appellation, et ce sont uniquement des gens capables de se transformer en titans, liés aux arbres comme on l'a déjà dit. Ainsi, le titan colossal est perçu comme le dieu de la destruction par Margat, et effectivement son explosion est capable d'araser toute une zone autour de lui. La famille royale, la famille Fritz, peut également être vue comme des dieux, rappelons donc la monarchie de droit divin, née sous Clovis et renforcée par Louis XIV, où le souverain possède son pouvoir grâce à Dieu. Et on a déjà parlé du lien entre royauté et arbre, notamment généalogique. On a vu de nombreuses visions de l'arbre et de cette figure qui peuvent être rapprochées d'une vision de droite, entre gros guillemets. On va voir pour conclure cette vidéo une vision plus à gauche de la figure de l'arbre, que je tire, comme une partie de la vidéo d'ailleurs, l'arbre symbole politique ambivalent de Gilbert Dumas. Lors de la crise révolutionnaire, la figure de l'arbre, proche de la monarchie, de l'aristocratie, que j'ai déjà décrit précédemment, voit ses symbolismes changer. La révolution reprend notamment la tradition paysanne de la plantation d'arbres en mai, qui devient alors un rituel républicain, la plantation des arbres de la liberté. Ce qui est ironique est que cette invention des arbres de la liberté est certainement due à un prêtre lorrain, patriote avant tout. Ironique, oui et non, car lui-même connaît les symboles des arbres dans sa propre religion et propose de retourner cette figure. Elle devient alors proche des idées révolutionnaires. L'arbre représente la promesse du salut de la religion catholique. Les révolutionnaires la reprennent pour en faire le symbole de l'espoir révolutionnaire. Rousseau dira d'ailleurs dans le Contrat social, à ces trois sortes de lois, il s'en rejoint une quatrième, la plus importante de toutes. Je parle des mœurs, des coutumes et surtout de l'opinion, partie inconnue de nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de tout autre. Ce prêtre avait très bien compris cette idée de Rousseau. L'arbre, symbole de monarchie, subit alors un renversement de ses symboles par les révolutionnaires, qui ont très bien compris ce qu'a dit Rousseau, le fait de se servir des symboles pour arriver à des fins politiques. Mona Ozouf, historienne française, dit à propos des arbres qu'ils ont une universalité symbolique spontanée. Et ça, je pense que l'on a assez bien vu dans cette vidéo au vu de tous les symboles que l'arbre peut avoir et de l'ancienneté de ces symboles. La figure de l'arbre révolutionnaire s'enracine alors dans l'universalité de la figure de l'arbre dans la religion chrétienne, religion hégémonique dans le monde occidental au Moyen-Âge. L'arbre de la liberté ne serait croître s'il n'était arrosé des sangs des rois. Cette citation, on la doit à Bertrand Barrère, un homme politique de la Révolution française pro-révolutionnaire. La citation est certes violente, mais montre bien le renversement de la figure de l'arbre, filant la métaphore qui lie encore une fois la plante au roi, qui cette fois-ci servent en quelque sorte de terreau, et non plus l'inverse. Il y a de nombreuses citations d'écrivains et politiques qui utilisent la figure de l'arbre révolutionnaire à cette époque-là, j'en cite une dernière du poète Chénier pour le plaisir, et nous terminerons cette partie là-dessus. Roi conjuré, lâche esclave, vous avez fui devant nos braves, et dans votre sang détesté, abreuvant ses vastes racines, le chêne de la liberté s'élève aux cieux sur vos ruines.
Voilà, la vidéo est assez longue, j'aurais voulu faire une vidéo plus courte, donc je vais aller à l'essentiel. Rappeler que la figure de l'arbre est une figure polysémique, on l'a vu, on la retrouve dans la mythologie, on la retrouve dans la Bible. On voit qu'il y a également plein de symboliques autour de ça, que ce soit des symboliques verticalisantes très utilisées dans le manga et dans la série, et tout ce que l'on a vu également dans la troisième partie. Comme je l'ai dit en introduction, j'espère qu'on va reparler assez vite de SNK. Là j'ai quand même 3 gros projets qui vont arriver, donc ça ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai quand même plein d'idées autour de cette série qui m'a vraiment énormément marqué, donc on reviendra dessus à un moment ou à un autre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.